Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec ce matin encore Guillaume Tabar, que je salue. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Bon, le report du plan de relance, on en parlait hier d'ailleurs à ce micro avec le ministre des PME Alain Griset. Normalement ça devait être annoncé aujourd'hui, finalement c'est repoussé de quelques jours parce qu'aujourd'hui il y a le Conseil de défense sanitaire. Est-ce que ce décalage d'une semaine vous semble si grave que ça? Écoutez, sur le contenu et l'ampleur de ce plan de 100 milliards, non. Comme l'a dit Bruno Le Maire, que l'annonce soit faite aujourd'hui ou dans une semaine, l'essentiel est que les mesures entrent en vigueur à la date prévue. Mais vous le savez, il n'y a pas d'action sans communication. Et la manière dont une réforme ou des mesures sont annoncées est un élément essentiel de leur crédibilité. Or, quelles que soient les justifications, attaquer une rentrée avec le mot report, même s'il est purement technique, eh bien, ça fait mauvais effet, car spontanément, on se dit, il n'était pas prêt, ou, tiens, il y a quelque chose qui cloche à la dernière minute. Bref, ça instille le doute, voire le soupçon de l'improvisation, alors que la clé d'une communication efficace, c'est justement la clarté et la rapidité de décision. Alors, vous savez très bien, Guillaume, que la raison invoquée du report de cette annonce, c'est la remontée des cas de Covid. Bon, ça semble un argument recevable tout de même, non? Oui et non, bien sûr, il y a l'urgence sanitaire. Mais d'une part, elle ne date pas de ce week-end. Ça fait près d'un mois que l'on prédit une remontée de la courbe des cas. Or, jusqu'à vendredi soir, l'exécutif avait maintenu son calendrier, en prévoyant d'ailleurs un plan média massif de la part de Jean Castex. Et c'est in extremis samedi que tout a été bloqué. D'autre part, oui, il y a urgence sanitaire, mais l'urgence économique aussi est toujours là. C'est l'activité, c'est l'emploi qui se joue. Et cette urgence, elle avait été proclamée par Emmanuel Macron dès la sortie du confinement, c'était au mois de mai. Alors en juillet, l'urgence économique avait déjà laissé la place au vote bâclé en plus de la loi bioéthique. Maintenant, il faut laisser passer la rentrée scolaire. Puis surtout, l'argument mis en avant par l'exécutif, c'est de dire que le plan de relance ne sera pas audible tant que l'opinion sera dans la crainte sanitaire. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de dire ni l'ampleur ni la durée de cette éventuelle reprise du Covid. Donc, s'il faut attendre que toutes les craintes aient disparu de la population sur le plan sanitaire, jusqu'à quand faudra-t-il attendre, effectivement, pour annoncer ce plan de relance? Bon, alors, effectivement, ça n'est peut-être qu'une question de jours, mais c'est précisément lorsqu'une situation est tendue que l'inconnu ou le flottement sont dangereux. Donc finalement, si je vous comprends bien, ce report de l'annonce, c'est avant toute chose un raté de communication. Oui, peut-être pas plus, mais c'est déjà regrettable, car des ratés de communication, ça arrive, et il y en a eu depuis le début de la crise du coronavirus. Je pense bien sûr au cas des masques. Mais le changement de Premier ministre, le remaniement, c'était une manière de dire, allez, on change une équipe fatiguée, on repart sur des bases neuves et cette fois-ci, on fonce sans hésiter pour sortir de la crise. Alors que l'effet Castex commence déjà un peu à s'estomper, ce petit raté-là fait quand même désordre. Analyse politique de Guillaume Tabar du Figaro chaque matin de semaine, du lundi au vendredi sur Radio Classique et donc demain, mercredi aussi. Merci beaucoup Guillaume. À demain, il est 8h14 exactement. Le pont est facile à faire avec l'invité, on reste dans le même ordre d'idées. Tout de suite avec Jacques Attali. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Jacques Attali, donc président de Positive Planète, qui a publié au mois de juin L'économie de la vie, paru chez Fayard. Monsieur Attali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Monsieur Attali, ce livre a été écrit pendant le confinement. Nous sommes bien d'accord. Alors, c'est pas facile d'écrire des livres, des essais de prospective et d'analyse en ces temps de Covid. Est-ce que si vous deviez l'écrire aujourd'hui, il serait fondamentalement différent? Non. Il est d'ailleurs il est actualisé pour les chiffres à chaque réédition, c'est-à-dire assez souvent, et pour les traductions étrangères. Non. Sur le fond, je n'ai évidemment rien à changer. D'abord, il y a une partie analyse de ce qui s'est passé, et puis une partie de proposition, bien sûr. Bien sûr. Sur les analyses, je crois avoir montré assez précisément que si nous avions suivi plus précisément ce qui se passait en Corée du Sud. Qui est l'exemple absolu pour vous de ce qu'il fallait faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, dès le 15 décembre, je dis bien 15 décembre, ils se sont mis en ordre de bataille, en commençant à accumuler les masques, les tests possibles. Dès le 12 janvier, ils ont le test, ils ont commencé à tester, à masquer et à tracer les gens, avant même d'avoir le premier cas qui a lieu le 24 janvier. Et pour 55 millions d'habitants, aujourd'hui, ils ont autour de 300 et quelques morts, même s'il y a une reprise en ce moment.
Ils n'ont pas confiné. Je répète, ils n'ont pas confiné, sauf les enfants des écoles. Ce qui veut dire que si, au lieu d'être fascinés par ce qui se passait en Chine tous, les médias, les politiques, les diplomates, les observateurs, on avait regardé ce qui se passait juste à côté, on aurait eu une toute autre attitude, on n'aurait pas eu cette grave crise économique, et on aurait fait ce que j'avais pour ma part dit le mois de février, en retard par rapport à ce qu'il aurait fallu faire sans doute, c'est-à-dire aller à toute vitesse dans une économie de guerre, non pas une guerre en tant que telle, mais une économie de guerre, pour produire massivement les masques, les tests et les instruments de traçage, ce qu'on n'a pas fait. Jacques Attali, on a été en retard d'une guerre. Alors, on va pas refaire l'histoire de la pénurie totale, pas de masques, pas de tests, des hôpitaux surchargés, pas assez d'appareils d'aide respiratoire, etc. Moi, ce que je voudrais quand même mettre en exergue, c'est que les Coréens ont cette culture, notamment du masque, depuis fort longtemps. Alors pas tellement. Même si on avait eu des masques, vous pensez que les gens les auraient mis au mois de janvier? Vous avez raison, et j'ai écouté tout à l'heure en venant vos différents commentaires, comme toujours très intéressants de radio classique. Il y a une sorte de vision du monde que nous n'avons pas en ce moment, qui est non pas une vision du monde tragique. Le coronavirus est là, c'est une pandémie, il faut se protéger. D'ailleurs, si vous permettez, dans quelques instants, je vais remettre mon masque. Bien sûr. Parce que je trouve pas normal qu'étant enfermés dans une même pièce, nous n'ayons pas le masque. Ce n'est pas donner un bon exemple à ceux qui nous écoutent. En l'occurrence, c'est juste un problème de son avec les micros. Voilà. Oui, mais alors, à quoi ça nous renvoie? Ça nous renvoie au fait que on devrait faire beaucoup d'efforts de travail sur faire que les masques soient fréquentables, présentables, agréables à porter, ce qu'on ne fait pas. Et ça renvoie à ce que je propose quand je parle d'économie de la vie. Vous voyez, mon masque ne tient pas. Non, il tient pas, curieusement. Il ne veut pas de vous. Oui, ou l'inverse. Ce qui est très significatif de ce que... C'est quoi ce que j'appelle de mes voeux, l'économie de la vie? C'est premièrement prendre conscience que tout ça est là pour longtemps. Aussi longtemps qu'on n'a pas un vaccin efficace à spectre large. Bon, c'est peut-être demain matin, c'est peut-être dans 2 ans. Aussi longtemps qu'on n'a pas ça, faut vivre avec. Et vivre avec, ça veut dire une chose très simple, que les Coréens ont très bien compris. Un masque partout en lieu fermé, et même en lieu ouvert si on ne peut pas garantir la distance. C'est tout simple. Il faut vivre avec ça. Il faut être prêt à ça. Ce n'est pas grave. Les Coréens le font depuis pas si longtemps que ça. Les Vietnamiens le font depuis très longtemps. Ils ont eu le même succès en termes. C'est pas grave. On peut vivre avec un masque. On peut vivre décemment. Ça change les relations humaines. C'est assez intéressant. Mais il faut s'y faire. Et là, ça ouvre des perspectives. Ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est tous les secteurs qu'il nous faudrait développer. Oui. L'économie de la santé, avoir des masques corrects, agréables à porter, et qui permettent de laisser passer le son. Ça exige des recherches très intéressantes dans beaucoup de domaines qu'on ne fait pas. Avoir tous les instruments de la santé, tous les instruments de l'éducation à distance. Être en avant sur les mêmes. Par exemple, nous avons une rentrée scolaire. Je suis convaincu pour ma part qu'il y a un grand risque, je n'ai pas de certitude, loin de là, que la rentrée scolaire va pas marcher en termes de rentrée de retour des enfants à l'école. D'ailleurs, ils vont y aller, puis un peu après, on va leur dire, écoutez, il faut pas rester là. Je suis entièrement de cet avis. D'ailleurs, je le rappelle, les Coréens ont confiné personne, sauf les enfants de l'école, et en disant aux grands-parents de s'occuper des petits-enfants pour que les parents puissent continuer à travailler. Ce qui renvoie d'ailleurs à une conception globale de la société. De la famille et de la société. Voilà, où les grands-parents n'étaient pas isolés, etc. Dans les EHPAD. Donc, c'est repenser la société globalement qui est nécessaire. Et ceci est tout à fait possible si on fait cela, si on prend conscience. Et je trouve que l'exécutif, comme la classe politique, n'a absolument pas... il y a un déni de réalité générale dans cette société, qu'on ait laissé faire ce qu'on a laissé faire aux Champs-Élysées ou ailleurs à Paris, et partout en France. Mais ce qu'on a laissé faire tout l'été, Jacques Attali, parce qu'il fallait lâcher la pression sur les Français qui étaient hystériques à la fin du mois de juin. On a entendu tout à l'heure le fait qu'on ne peut pas parler d'un plan de relance dans l'angoisse, mais dans ce cas-là, on ne parlera jamais d'un plan de relance. La pandémie, elle est là. Il ne faut pas la vivre avec angoisse, il faut la vivre comme une potentialité formidable de réorienter notre économie vers l'économie de la vie, c'est-à-dire vers les secteurs de la santé, de l'éducation à distance, qui exige aujourd'hui des progrès considérables. Le CNED est une institution fantastique, mais les profs n'ont pas assez d'ordinateurs, les cours à distance ne sont pas préparés, rien n'est prêt pour ce reconfinement des élèves qui va arriver.
Rien n'est prêt. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des secteurs qu'on peut prospecter, développer de manière extraordinaire et qui pour l'instant ont été laissés en jachère. Mais hier encore, à ce micro, ici, là où vous êtes, il y avait un ministre de la République qui s'appelle Monsieur Griset, le ministre des PME, qui disait « Il faut que les Français impérativement dépensent les 80 milliards qu'ils ont épargnés pendant le coronavirus et qu'ils ont mis sur le livret A ou sur leur assurance vie. C'est eux qui peuvent faire redémarrer l'économie. » Et le maire dit la même chose dans les journaux papier ce matin. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre économie de la vie? Ou est-ce que ça, c'est de la relance par la consommation classique? Dit comme ça, c'est tout à fait absurde. Parce que, malheureusement, la société française est telle que nous sommes importateurs de la plupart de nos biens que nous consommons. Oui. N'oublions pas que... D'où le déficit de la balance. Qui est un des seuls pays de l'Union européenne qui est en déficit commercial, alors que les Allemands, les Espagnols, les Italiens ne le sont pas. Donc, augmenter la consommation, c'est augmenter les importations. Aucun impact sur la croissance réelle, aucun impact sur l'emploi, donc c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut commencer par réorienter notre appareil de production pour produire en France et ou en Europe la quasi-totalité des choses dont nous avons besoin. Par ailleurs, s'il s'agit de consommer de nouveau davantage de choses qui ne sont pas dans l'économie de la vie, j'entends changer de t-shirt toutes les semaines, changer de voiture tous les ans, etc., etc. Ça, c'est pas l'économie de la vie. L'économie de la vie, c'est beaucoup plus de dépenses en matière de santé, et dépenser de l'argent en matière de santé, c'est une bonne nouvelle si l'espérance de vie augmente, ce qui est le cas en France. Beaucoup plus d'argent en matière d'éducation, et pour ça, il faut acheter tout ce qui est possible pour faire que l'éducation à distance fonctionne, ce qui n'est pas le cas, et malheureusement est loin d'être prêt. Beaucoup plus en matière de préparation au digital, à la distribution, à l'énergie propre, dans beaucoup de domaines, oui. Mais si c'est pour faire de la relance par la consommation qui aboutira à acheter davantage de produits importés de qualités diverses et sans impact réel sur l'économie de la vie, c'est perdu d'avance. Et je m'inquiète de voir le plan de relance ne pas reprendre ce concept d'économie de la vie qui, à mon avis, est central pour comprendre ce qu'il nous faut faire, non seulement en France, mais un peu partout. Mais il faut comprendre aussi les Français, Monsieur Attali. Ils se disent, bon écoutez, on a fait tourner la planche à billets depuis 6 mois et c'est pas fini parce que, oui. Donc un jour ou l'autre, les impôts vont augmenter. C'est mécanique, c'est obligé. Même si Monsieur le maire jure croix de bois, croix de fer qu'il va pas augmenter les impôts et Monsieur Macron pareil. Donc il thésaurise. Mais ce n'est pas quelque chose que je regrette dans l'état actuel des choses. Tant qu'on n'a pas une perspective longue, et la perspective longue, c'est vous devez créer les conditions d'une production nationale des secteurs de l'économie de la vie qui donnera envie de s'inscrire dans un vrai projet, un projet de société dans lequel on a envie de s'inscrire, qui donne du sens à la consommation. Oui. Dépenser pour l'éducation de ses enfants, oui, tout le monde le fera. Dépenser pour la santé, l'hygiène, très important. Le sport, très important. La culture, la démocratie, la sécurité, toutes choses dont on a cruellement manqué dans cet été, la sécurité, faut voir avant-hier... tous les jours encore. Tous les jours, l'insuffisance. Bon, tous ces secteurs si importants, dépenser pour ça, oui, bien sûr. Mais dépenser pour faire des choses dont on sait, dont on a compris au cours de cette période qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de changer de vêtements tous les matins. On n'a pas besoin de changer de voiture tous les ans. Dépenser pour ça, alors que justement cette crise nous a fait comprendre que nous n'en avons pas besoin, c'est absurde. Et dépenser pour l'environnement, Jacques Attali. Bien sûr. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est pour ça, c'est la bascule, là, c'est maintenant. Dépenser pour l'environnement, c'est l'énergie propre, c'est les logements, c'est... Pour des vélos. Exactement. Oui, mais sauf que les constructeurs de voitures crient au loup en disant, attendez, si tout le monde circule à vélo, nos métros sont vides, nos trains sont vides, donc la SNCF, la RATP font faillite, nous on peut pas... Enfin, voilà, on est toujours dans la même quadrature. Ils n'ont qu'à produire des vélos. La clé de notre situation actuelle, c'est que soit vont naître ou devront naître des entreprises nouvelles capables de produire ce dont on en a besoin pour faire court, des vélos, des respirateurs, des produits industriels liés à l'économie de la santé et de l'éducation, soit les entreprises actuelles seront capables de se réformer et le faire. Si on continue à voir en France, ce qui n'est pas le cas au Japon, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, nos entreprises actuelles d'automobile ou d'aéronautique continuent à dire subventionnez-nous pour produire ce dont personne ne veut, oui. Ils courent à la catastrophe parce que ça ne pourra pas durer 107 ans. Mais et ils seront remplacés par de nouveaux venus, comme on a vu arriver les GAFA. Les grands de l'avenir, c'est l'industrie de la santé, c'est l'industrie de l'intelligence artificielle, c'est l'industrie du digital en matière d'éducation. Et ça donnera du boulot à tout le monde. Mais évidemment, à condition de le faire vraiment. Mais si les entreprises existantes ne font pas, ils mourront et on n'aura même pas donné l'argent pour laisser naître les autres, puisqu'on aura mis de l'argent à subventionner des gens qui sont condamnés à mort.
Jacques Attali, ce sera ma dernière question. Il y a quelques semaines, sur une autre antenne, j'avais interviewé le philosophe André Comte-Sponville, qui a largement plus de 60 ans, qui était révulsé par ce qui se passait en France en disant, voilà, on essaye de sauver les aînés, et pour sauver les aînés qui sont en fin de vie, toute leur vie est derrière eux, elle a été belle en général, eh bien, on va sacrifier une génération entière de jeunes en leur laissant une économie à genoux. Est-ce qu'il raisonne bien ? D'une certaine façon, je suis assez d'accord avec lui. Il n'aurait pas fallu confiner. Si on avait dû confiner parce qu'on s'était pris trop tard, il aurait fallu ne confiner que les gens de plus de 65 ans. Et ça aurait suffi. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut que tout le monde soit masqué. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça. Vous devriez l'être à l'heure où nous parlons. Par politesse à l'égard de vos invités, vous ne l'êtes pas. Mais franchement, cher, je vous écoute avec beaucoup d'amitié et d'admiration depuis très longtemps. Masquez-vous, on a besoin de vous. Merci beaucoup en tout cas Jacques Attali d'être venu dire tout ça à l'antenne de Radio Classique. Je rappelle, l'économie de la vie, se préparer à ce qui vient, c'est paru chez Fayard il y a quelques semaines. Et comme vous avez pu le constater, ça permet toujours de réfléchir un peu mieux et un peu plus large. Bonne journée Jacques Attali, merci à vous. Laurent Saïm est à suivre dans une minute. La note américaine du jour est consacrée à la Convention républicaine de Charlotte. Haro sur Monsieur Biden, sans surprise.